Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité ce soir, nous reviendrons sur les premières réponses de l'État face à l'insécurité à Mayotte. Le gouvernement annonce l'arrivée prochaine d'importants renforts de police et gendarmerie sur le territoire pour mettre un terme aux violences urbaines. Les précisions et réactions à suivre dans cette édition. En politique, le parti Les Républicains dans la tourmente à un peu plus d'un mois de la présidentielle. Une enquête du quotidien Libération révèle des manœuvres frauduleuses survenues lors de la primaire de la droite remportée par Valérie Pécresse. Le quotidien s'est particulièrement intéressé au cas de Mayotte. Et puis enfin, entretien à suivre dans cette édition avec l'artiste Elias. L'auteur et compositeur revient à Mayotte pour une série de concerts dans le cadre de sa tournée Amaniway 2022. Présentation en fin de journal. Mais d'abord, ces images qui nous viennent de Majicavo dans la commune de Koungou, troisième opération conjointe police municipale gendarmerie sur le territoire. L'opération anti-délinquance de police de route a été menée simultanément dans les 6 secteurs gendarmerie de l'île, commencée à 16h pour s'achever à 18h sur le point de contrôle de Koungou. Le bilan de l'opération fait état d'une cinquantaine de contrôles pour 15 infractions relevées, à environ 400 personnes contrôlés sur l'ensemble du territoire pour une centaine d'infractions, des défauts de permis de conduire d'assurance, contrôle technique et une personne en situation irrégulière sans permis. Cette opération est appelée à se répéter fréquemment. Écoutons le chef d'escadron Laurent Serin, commandant de la compagnie de gendarmerie de Koungou, au micro de Hachim Saïd Hachim et Fahar Ousseni. Plus le gendarme va être présent, plus le gendarme va être visible, et c'est aussi mon action, rendre de la visibilité aux gendarmes. Forcément, la peur du gendarme, elle s'applique, même à Mayotte, comme partout, encore une fois. Forcément, les gens, quand ils voient du gendarme, ils ont peur, ils ont plus tendance à se mettre vite en règle, de faire attention. On ne constate pas de grandes améliorations dans les comportements pour l'instant, mais avec le temps, c'est évident que ça va se produire. Et justement, face à cette flambée des violences, les maires de Mayotte et le préfet se sont réunis en urgence hier à l'hôtel de ville de Mamoudzou. Une rencontre afin de trouver des solutions face à ce fléau de l'insécurité. Poussé par la pression de la population, les élus locaux ont émis plusieurs propositions. De son côté, le représentant de l'État est venu avec des annonces. Les explications de Yasmine Jaffar. Le réveil semble avoir sonné au rocher. Thierry Suquet change de stratégie et annonce des moyens supplémentaires pour lutter contre l'insécurité. Dès lundi, un escadron de 72 gendarmes mobiles sera opérationnel sur le terrain. Renfort supplémentaire également des forces de police d'élite. Elles seront équipées de drones pour mieux identifier les fauteurs de troubles. Les maires ont le feu vert de la préfecture pour instaurer un couvre-feu et à partir de ce soir entre en vigueur l'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique ainsi que la vente à emporter de 18h à 5h du matin. Outre les décisions du représentant de l'État, l'association des maires formule également ses vœux. Sur un territoire où agressions et meurtres sont commis avec des armes blanches, les communes veulent interdire la vente des machettes aux mineurs ainsi que la vente de tôles, principal matériel utilisé pour construire des cases, formant ainsi des quartiers informels, le nid de toutes sortes de trafics. Intensifier les reconduites à la frontière, permettre l'utilisation d'armes spécifiques pour neutraliser les chiens errants se rajoute également à la liste des doléances. Les élus locaux s'attaquent également à l'explosion démographique. En 2021, près de 10 000 bébés sont nés à la maternité de Mamoudzou. Ils réclament la mise en place d'une politique de limitation des naissances. Dans son élan, l'association des maires souhaite le retrait des titres de séjour des parents étrangers et la suspension des allocations familiales de parents français lorsque leurs enfants ne respectent pas le couvre-feu. Des demandes qui attendent des réponses sur un territoire où les habitants sont impatients de retrouver un quotidien paisible. Et ces dernières annonces n'ont visiblement pas eu d'effet. Amtsapéré totalement bloqué depuis le début de semaine en signe de protestation contre l'insécurité. Sur place, les habitants font de la résistance et le village reste fermé aux automobilistes. Reportage de Raina Alilafa et Géraldine Lui.
Des bennes à ordures, des déchets en tout genre en guise de barrage. C'est le même scénario dans les rues de Mtsapéré depuis une semaine. Malgré les récentes annonces du préfet, notamment la venue du raid à Mayotte dès ce week-end, les Mtsapérois campent sur leur position. On veut voir ces gens arriver dans ces quartiers. C'est ça ce qu'on veut. Dès qu'ils vont arriver et qu'on voit que les raids travaillent ou les gendarmes sont là, nous on laisse tomber les barrages. Autre point de discorde, le couvre-feu demandé par la population de Mtsapéré. À Mamoudzou, là où il y a le problème, le maire n'a pas encore mis le couvre-feu. C'est inquiétant déjà. Donc nous, là déjà, on va pas sortir des barrages. En attendant, les magasins du quartier restent fermés. Un mal pour un bien selon les habitants. De toute façon, quand les commerçants ouvrent leurs magasins, à midi, ils sont obligés de tout fermer. Parce que dès la sortie d'école, les jeunes se battent entre eux et lancent des pierres. Fermer les rues, c'est notre manière d'exprimer notre douleur, notre tristesse. On veut la paix chez nous, on veut pouvoir souffler. La colère est encore palpable à Mtsapéré. La police surveille constamment la zone afin d'éviter un quelconque débordement sur la route nationale. Statu quo donc à Mtsapéré. Réaction à présent du sénateur LAREM Thani Mohamed Soilihi. Si le parlementaire reconnaît le mal-être de tous les Mahorais, il estime que ces mesures sont une première étape. On l'écoute au micro, toujours de Raina Aliloafa et Géraldine Lui. Tout ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement, c'était prévisible. C'est un échec collectif du sommet de l'État jusqu'aux familles, en passant par les collectivités. Et les renforts qui sont en train de venir, j'espère, vont rapidement mettre fin à ça. Mais il y a un travail de fond à faire pour reconstruire tout ce qui a été mal construit depuis maintenant 2 décennies. Les jeunes, il faut les occuper. Il faut leur donner et leur ôter l'envie d'aller faire autre chose que s'occuper convenablement de leur vie. Et c'est ce travail qu'il faudra faire avec les familles, avec les collectivités, avec l'État. L'actualité internationale avec l'invasion russe en Ukraine, 2e jour de frappe ce vendredi et la capitale Kiev est assaillie par les troupes russes. Depuis hier, les habitants fuient la ville. Thomas Cuny, Lucie Berbet et Rama Miri. J'ai préparé mon sac à dos, mon chargeur si j'arrive à charger mon téléphone. J'ai pris de l'eau, j'ai pris des pâtes, j'ai pris des fruits et c'est tout. J'ai ma valise qui est faite si jamais l'ambassade me dit qu'ils vont nous évacuer. Cette vidéo nous a été envoyée par ce Français vivant à Kiev ce matin, terré dans son appartement. C'était terrible, des bombardements horribles. Et ça s'est amplifié vers 4h, 5h du matin. Depuis sa fenêtre, il nous montre la rue déserte. Pour échapper aux frappes russes, ces Ukrainiens ont trouvé refuge dans cette station de métro cette nuit. Sur les visages, la fatigue et l'angoisse. Des familles, des enfants, installés sur des matelas ou à même le sol. Je suis ici parce que je pense que c'est l'un des seuls endroits en ce moment où vous pouvez vous cacher à Kiev. Ce père tente de calmer son bébé, pendant que dans un autre abri, on chante pour essayer de se rassurer. D'autres ont préféré fuir. Sur les routes, des embouteillages monstres. Direction l'ouest pour quitter le pays par la Pologne voisine, comme pour cet expatrié français. On est dans 2 heures de trafic, il y a des explosions partout. Les stations-service sont prises d'assaut. L'essence est rationnée. Le trajet s'annonce encore long pour les milliers d'automobilistes. Et cette agression russe, un nouveau tournant dans l'histoire de l'Europe et du monde. Une situation suivie également sur le territoire, notamment par les anciens combattants de Mayotte. Le trésorier de l'association Ayouba Dinouraïn nous livre aujourd'hui son analyse concernant la position de la France dans ce conflit. Il est au micro de Raina Aliloafa et Géraldine Lui. Notre président, lui, aujourd'hui, il reste spectateur parce qu'il n'a pas réussi à apaiser, comme Joe Biden, la tension. Maintenant, on va rester et on regarde. Et puis, c'est une décision
que la France ne doit pas le prendre tout seul. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'OTAN, mais il y a l'Europe. Et c'est quand même le chef des armées, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, s'il envoie la troupe en Russie, sachant que Kiev, qui est la capitale d'Ukraine, qui a déjà été envahie, prise d'assaut par le parachutiste russe, ce qui fait que la progression pour qu'on arrive jusqu'à Kiev, parce qu'ils sont amenés à prendre la capitale. Une guerre en Ukraine qui s'invite désormais dans la campagne présidentielle française, plus que 6 semaines avant le premier tour de l'élection. Mais chez les Républicains, le climat s'alourdit autour de la candidate Valérie Pécresse après les révélations de Libération sur la primaire. Pour rappel, le quotidien fait état dans un article paru cette semaine de soupçons de fraude électorale lors de ce scrutin avec des votants fictifs décédés ou ayant suivi des consignes. Libération qui s'est également intéressée au cas de Mayotte, tout comme nos reporters Darwesh Daou et Assad Razafitséeno. Le 23 février, mercredi dernier, nos confrères de Libération annoncent des élections truquées du parti Les Républicains pour les primaires qui ont conduit Valérie Pécresse à la tête de la droite pour la prochaine présidentielle. Parmi les fraudes annoncées par Libération, la participation dans le scrutin de Mayotte de l'ancien adjoint au maire de Mamoudzou, le chef-lieu Mohamed Mandjié. Ce dernier dément formellement les informations portées sur lui. Je ne suis pas LR, je ne l'ai jamais été, alors que je n'ai jamais organisé des élections ou des primaires des LR à Mayotte. De là aller préciser sur un écrit, sur une enquête que nous avons, nous Libération, avons appelé un certain Mohamed Mandjié qui nous a répondu et qui est adjoint au maire de Mamoudzou, alors que depuis 2 ans presque, je ne suis plus adjoint au maire. Franchement, c'est une histoire un peu abracadabrantesque. Les Républicains ne sont pas en reste. Dans un communiqué de presse publié également le 23 février, le parti botte en touche l'article de Libération en publiant les règles définies par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en matière de règles électorales. Contacté par nos soins, la Fédération mahoraise de LR n'a pas souhaité s'exprimer. Pour Mohamed Mandjié, il demande le respect pur et simple de son image à travers l'article de Libération. Je ne sais pas si ce sont les journalistes de Libération qui ont bâclé leur enquête ou réellement il y a usurpation d'identité. J'ai comme idée de porter plainte contre X pour comprendre exactement ce qui se passe. Cette affaire qui a fait grand bruit chez les Républicains sera sans doute évoquée lors du passage à Mayotte début mars prochain de la candidate Valérie Pécresse. Tout autre chose, on en vient sur la stratégie maritime de la France, 2e espace maritime mondial. En 2017, un document stratégique était censé donner un cadre et un cap à son ambition maritime. Mais dans un rapport, les sénateurs dressent un bilan critique des actions menées ces 5 dernières années. Et au lendemain du premier sommet mondial de l'océan, les rapporteurs estiment nécessaire de crédibiliser la souveraineté maritime de la France en mettant les Outre-mer au cœur de la stratégie maritime. Reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. La France, grâce au territoire d'Outre-mer, fait partie des rares puissances à disposer d'une présence militaire basée sur les 3 océans. Omniprésente, mais pour la délégation sénatoriale, le pays n'est pas à la hauteur des enjeux sécuritaires ou de protection contre la pêche illégale ou le trafic de drogue dans sa zone maritime de près de 11 millions de kilomètres carrés. Pour surveiller, notre domaine maritime, nous avons aujourd'hui l'équivalent de 2 voitures pour surveiller la totalité de l'Hexagone. On ne surveille rien avec ça. C'est la réalité de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc ce que nous disons, c'est qu'il va falloir accélérer, le programme de renouvellement de matériel, mais il va falloir aussi faire de la marine et de nos outre-mer avec les forces de souveraineté une priorité. Un constat positif concerne les ports. Celui de La Réunion se classe déjà parmi les 10 premiers français. En revanche, les infrastructures des ports de Mayotte ou de Guyane sont inadaptées alors même que les opportunités de développement économique se trouvent dans le secteur portuaire.
Il est nécessaire que les ports soient modernisés parce que nous aurons à relever un certain défi. Bientôt, nous aurons une augmentation du trafic maritime. Donc, effectivement, il va falloir prévoir cette modernisation au niveau des ports qui en ont besoin. L'idée, c'est de faire de quasiment tous les ports des hubs à l'instar de La Réunion. L'économie bleue, c'est également la pêche. Et selon les rapporteurs, il faut redonner de l'énergie en formant les nouvelles générations au métier de la filière. Les sénateurs souhaitent aussi que l'Union européenne soit plus présente auprès des pêcheurs. Il est important, effectivement, mais pour ça, il faut que l'Union européenne joue le jeu. Parce qu'aujourd'hui, l'accès au financement pour le renouvellement de toute cette flotte est très très difficile parce que les dossiers sont d'une complexité telle que les gens y renoncent et donc ils n'ont pas le financement pour pouvoir renouveler leur flotte. Quelques semaines après le premier sommet mondial de l'océan à Brest, les 40 recommandations pour valoriser les Outre-mer dans la stratégie maritime française seront-elles entendues ? Et je vous le disais en titre, nous accueillons ce soir l'artiste de la semaine. Il s'agit d'Elias. Il est de retour sur la scène mahoraise pour une série de concerts. Bonsoir Elias. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez décidé de débuter votre tournée Amaniway 2022 à Mayotte. C'est un retour aux sources pour vous? C'était important justement de débuter cette tournée à Mayotte? Tout à fait, parce que Mayotte a vu naître mon nom d'artiste ici, même si j'étais musicien avant. Et là, cette année, on a commencé la tournée. Donc, on a dit retour sur le caillou. Ça fait plus de 10 ans que vous n'étiez pas venu en plus sur le territoire. Ça fait plus de 10 ans et ça fait plaisir de revenir, même s'il y a des choses qui se passent. On est un peu surpris négativement. Mais on est content d'être là avec toute l'équipe pour venir partager cette expérience et tout ce chemin parcouru pendant ce temps-là. Je vous propose de découvrir un extrait de votre clip que le public pourra découvrir lors de votre série de concerts. Il s'agit de Toarabou Blues. Hey, hey, hey. Voilà pour ce magnifique extrait Toarabou Blues. Toarabou Blues. Pourquoi je dis Toarabou Blues? Parce que justement, parce que le Toarab, voilà, et du blues justement, et c'est là-dedans. important pour vous de mélanger tous ces univers. C'est ça votre identité aussi? Exactement, parce que je viens d'un peuple métissé, j'ai ma propre fille métissée, et voilà, donc il faut accepter toutes ces identités et les mettre en valeur et ne pas renier aussi tout ce qu'on apprend ailleurs. Donc c'est ça mon chemin, c'est le métissage. Donc oui. Et ça se voit à travers justement la pochette de votre album que nous allons voir à l'image, voilà. Oui, donc justement la pochette elle est constituée de châles qu'on a récupérés, très colorés, pour montrer tout ce métissage et ses couleurs. Ici à Mayotte, à Amaniway, je rappelle, c'est le chemin de la paix. Ici à Mayotte, on rencontre des difficultés liées à l'insécurité. Vous, justement, durant cette tournée à Mayotte, vous allez tenter de passer un message de paix? Bien sûr, parce que Mayotte, c'est mon île, et revenir partout où vous parlez de ça, ça choque déjà au départ. Et oui, si on peut apporter quelque chose artistiquement pour que peut-être ça éveille quelques personnes. Pendant toute la semaine, j'ai fait des interventions dans des écoles. On va aller jouer en prison aussi. Ça ne veut pas dire que Mayotte va changer le lendemain de tout ça, mais je pense que chacun doit apporter. Et justement, les politiciens doivent vraiment... C'est bien de ramener des effectifs pour la répression encore, mais je pense que le problème, il est beaucoup plus profond. C'est avant. C'est pas juste mettre du sparadrap dessus, l'appeler. Je ne pense pas que ça ne marche. Sinon, ça aurait marché depuis longtemps. Elias, à plus de cette tournée, est-ce que vous avez d'autres projets à venir? Oui, donc la tournée commence ici, mais on a toute une tournée jusqu'en octobre, donc n'hésitez pas à venir sur nos réseaux pour voir. Mais la tournée qui a débuté le 26 février à Chirongui. Demain, demain on est à Chirongui, après on est le 5 au 5-5, et puis on est le 7 à l'université de Dembéni. Tout à fait. Donc d'autres projets, donc un album à venir? Ah non, fin janvier, on a déjà commencé à enregistrer le prochain album qui sortira en 2023.
Donc tout est en cuisine en ce moment. Et on va tourner aussi un clip à Mayotte, justement amener un bout de Mayotte partout dans le monde quand on tourne. Eh bien, rendez-vous déjà demain, donc, au pôle culturel de Chirangui. Merci, Elias, d'avoir accepté notre invitation. Marhaba. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo d'Ayati Mistouahi. Je vous retrouve juste après pour le journal en maoré. Belle soirée à tous sur La Première.